Bonjour, merci de m'avoir convié. Donc moi, effectivement, peut-être parce que je suis émérite, ça veut dire en fin de carrière, je vous ai proposé une réflexion qui est un peu, qui traverse plusieurs moments de mes travaux et aussi des travaux que j'ai menés au sein de l'équipe au centre Alexandre Coyeret. Histoire des sciences, mais aussi épistémologie, question du climat, enfin, etc. Et donc, j'ai appelé ça un retour réflexif entre épistémologie et politique, parce que effectivement, le lien entre ces deux questions, la réflexion épistémologique sur les sciences et les moments politiques, ce lien est apparu à plusieurs moments de nos travaux, et des miens en particulier. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui m'a interpellée et qui m'a beaucoup fait travailler. Alors, c'est arrivé au départ, je dirais que il y avait ce qu'on appelle la guerre des sciences dans les années 90, quand il y a eu en particulier l'affaire Sokal et le livre en particulier de Sokal et Bricmont qui s'appelait Imposture scientifique, auquel nous avons un certain nombre de scientifiques et d'historiens et de sociologues des sciences ont répondu dans le livre Imposture intellectuelle, qui était sous la direction de Baudouin-Jourdan, et dans lequel nous avons, Dominique Pestre et moi-même, écrit un chapitre, un texte sur comment aborder la question des sciences aujourd'hui, et en défense de ce qu'on appelle toujours, mais enfin qui à l'époque était un peu nouveau, les science studies, qui ont été un peu l'idée qu'on a abordé les sciences d'un point de vue historique et sociologique, dans lequel effectivement nous mettions en avant un certain nombre de déterminations sociales, culturelles, politiques du moment, sur la dynamique, y compris intellectuelle et interne, si on peut dire, des sciences. Bon, et c'est dans ce contexte-là de discussion, moi je venais d'une histoire beaucoup plus classique dans les années 80, mais au début des années 90, j'ai pris connaissance et développé, etc., beaucoup de travaux et pris connaissance de nombreux auteurs, notamment américains, britanniques, etc., qui relevaient de cette école. J'avais passé un an à Harvard en 91-92, et c'est un peu à l'occasion de cette année-là que j'ai opéré un changement dans mes façons de faire de l'histoire des sciences. Voilà. Et je parle de ce livre qui s'appelle « Les sciences pour la guerre », qui est un livre qui est paru un peu plus tard, mais qui est issu de tout ce travail des années 90 sur les sciences aux États-Unis, principalement, issu et dans l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, puisque le sous-titre, c'est 1940-1960. Et dans cet ouvrage, il y a de très nombreux auteurs, je ne vais pas les citer, mais on parcourt des divers domaines des sciences. Donc ces auteurs, je vais en citer quelques-uns. Bien sûr, il y a aussi parmi eux Dominique Pestre et moi-même, qui étions un peu les personnes qui avons organisé ce séminaire pendant plusieurs années, invité de très nombreux chercheurs étrangers, américains en particulier, dont Peter Gallison, par exemple, qui était très connu, professeur à Harvard, etc., mais d'autres, par exemple Robert Léonard, d'autres, quelqu'un dont évidemment maintenant le nom m'échappe parce que voilà,
j'ai de temps en temps des trous de mémoire sur les noms propres, mais qui va revenir, qui a beaucoup travaillé sur le monde clos des ordinateurs et Paul-Édouard, merci. Voilà, et qui évidemment après est passé, comme moi-même d'ailleurs, sur les questions du climat, des modèles climatiques, et avec qui j'ai énormément coopéré et avec qui je continue à interagir. Donc, l'ensemble de cela, bon, et ça, c'est ma première brique que je mets aujourd'hui dans ma réflexion et dans ce truc, c'est-à-dire cette idée qu'il y a eu un impact général de la culture de guerre acquise pendant les années 40-45, évidemment, aux États-Unis, et qui a donné, si vous voulez, qui s'est perpétué. Alors là, je parle, autant monsieur qui m'a précédé a focalisé sur la France. Moi, ici, dans ce premier temps de mon exposé, je parle des États-Unis. Évidemment, les États-Unis, à la sortie de la guerre, c'est la première puissance scientifique du monde. Par ses investissements, par le nombre de chercheurs, par l'importance des résultats, voilà, la guerre, évidemment, a imposé les États-Unis comme première puissance mondiale, on le sait très bien pendant des décennies, et en particulier sur les sciences, c'est complètement incontestable et reconnu de tous. Donc, cette culture de guerre héritée des périodes de guerre chaude, elle s'est perpétuée et elle a entraîné une culture de l'urgence et de la mobilisation permanente qui était dans tous les domaines, mais en particulier dans les questions de production scientifique, d'organisation de la communauté de recherche, etc. Avec le modèle de Los Alamos et du complexe militaro-industriel du pont de Nemours pour produire dans l'urgence les matériaux fissiles nécessaires au programme nucléaire américain, qui allait évidemment aboutir à l'explosion des bombes en 1945. Et tout ce complexe de Los Alamos, c'est considéré comme une réussite exemplaire qu'on va généraliser ailleurs pendant des années. Et donc, les années 40, mais aussi 50, parce qu'après la guerre, et c'est ça qu'on développe aussi dans ce livre, Les sciences pour la guerre, que j'ai là, que je peux éventuellement faire circuler si vous le souhaitez. Et c'est l'idée qu'effectivement, nous allons généraliser ce mode de faire qui a été tellement efficace, tellement extraordinairement mobilisateur, et ça va se développer. Et les scientifiques, de façon générale, alors évidemment, deuxième temps, je vais moduler, je dirais, mon explication en ayant focalisé, moi, personnellement, mes études sur les mathématiques, le milieu des mathématiciens, la question de l'émergence des mathématiques appliquées aux États-Unis, etc. Et là, c'est totalement différent de ce qui s'est passé en France. C'est même en rivalité totale et en controverse. Enfin, oui, il y a une opposition. Mais ça, c'est un deuxième temps de mon exposé. Mais c'est pour. Et par exemple, Dominique Pest l'a fait pour la physique. Il y a eu aussi sur il y a eu. Alors, juste avant d'entrer dans les disciplines, quelques autres éléments généraux. Donc, effectivement, un certain nombre de. Donc, la science, c'est le modèle. Il y a une omniprésence, évidemment, du rôle de l'État dans le social et dans ses régulations, mais aussi dans l'organisation de la science. Et dans les quelques grandes institutions qui ont mobilisé et organisé cet effort à la fois de guerre pendant la guerre chaude, mais aussi qui a continué dans des tas de disciplines comme la recherche opérationnelle, le management scientifique, l'économie, d'autres questions qui se sont pensées aussi avec cette même rationalité et qui se voulait efficacité de la période de guerre. Et donc la science, c'est un bien public qui renforce la nation
elle doit être organisée et aux mains directes, en régulation directe de l'État. Donc voilà, beaucoup de... Alors, on va passer en revue très rapidement, parce que je n'ai pas le temps. Et c'est pour ça que David Edgerton, un grand historien des sciences britanniques, a parlé de nationalisation des sciences au XXe siècle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a, contrairement à ce qu'on croit, il y a à la fois l'internationalisation par les revues, les échanges de résultats, etc., mais aussi, au contraire, la nationalisation dans chaque grand État, mais avant tout aux États-Unis, bien sûr. Voilà. Donc tout ça, c'est un peu le truc. Bien. Alors, si vous voulez, on a parlé de complexe militaro-industrialo-universitaire dans la continuation de ce qui s'était passé à Los Alamos. Dans ces périodes, par exemple, de guerre froide, il y a une institution qui a été absolument paradigmatique de cette idéologie, c'est la Rand Corporation à Santa Monica, qui avait été créée avec l'appui de Air Douglas et des avionneurs, et qui a été un lieu de fréquentation des grands scientifiques et des grands mathématiciens, en particulier, par exemple, von Neumann. Von Neumann, qui est un des personnages emblématiques de ce nexus dans ces guerres, puisque vous savez que c'était un grand mathématicien au départ très théoricien, puisque il vient c'est un mathématicien émigré de Hongrie et qui était passé à Göttingen et qui est arrivé aux États-Unis dans les années 33, 35, je ne sais plus exactement. Il avait fait à Göttingen les fondements mathématiques de la mécanique quantique, un travail théorique absolument énorme, et qui d'ailleurs le marque comme un des plus grands scientifiques mathématiciens théoriciens du XXe siècle. Mais là, il change, il se déplace, il commence par travailler beaucoup sur la théorie des jeux et le comportement économique avec Morgenstern, un travail majeur qui est paru, qui a été publié en 1943, et en même temps qu'il fait ça, il se déplace vers les mathématiques appliquées, un carrefour entre hydrodynamique, propagation des ondes, résolution des équations différentielles et des équations aux dérivées partielles, et analyse numérique. Et ensuite, les ordinateurs pour résoudre ça, et toutes ces questions totalement tournées vers le militaire, puisque c'est quelqu'un qui a travaillé sur la modélisation des équations et leur résolution pour la bombe H, c'est-à-dire après Los Alamos, la deuxième bombe qui a explosé, dont les essais ont commencé en 1953. Von Neumann est mort prématurément, d'un cancer en 1957, mais le président des États-Unis est allé le voir dans sa chambre d'hôpital. C'est-à-dire qu'il avait une proximité, une fusion avec le pouvoir américain énorme. Et bon, je le prends comme la figure, mais il y en a d'autres, il y en a bien d'autres. Et voilà. Et donc, alors, dans l'ouvrage Les sciences pour la guerre, donc on parle des mathématiques, et j'y reviendrai parce que vous voyez bien que c'est quelque chose que je connais mieux que le reste, mais il y a par exemple un texte que je trouve absolument très fascinant d'une personne qui s'appelle Lily Kay, qui est aussi décédée très, très brutalement au moment même où... Il y a quelque chose, vous ne m'entendez pas? Ah si, j'ai une voix forte en général. Pardon? Donc Lily Kay, c'est quelqu'un c'est une femme, une historienne des sciences qui a écrit un livre sur le génome, l'invention du génome dans ces années 50, comment ça s'est développé, et elle l'a appelé un codage militaire, point d'interrogation, et le génome devint un système d'information. Donc elle analyse, y compris d'un point de vue interne à la discipline de la génomique, comment les concepts du codage et de la théorie de l'information ont pénétré dans cette discipline, l'ont façonné, et cette proximité entre
toutes ces façons de raisonner par analogie avec ce qui s'était passé pendant la guerre, ça s'est appliqué à la génomique. Donc là, je ne peux pas développer ça, mais en tout cas, cet article-là, c'est un article, mais elle avait évidemment un livre, par ailleurs, qui est sorti avant son décès. Voilà. Il y a eu aussi, par exemple, il y a un texte, je prends ces textes parce qu'ils sont tous paradigmatiques, enfin, symptomatiques, si vous voulez, d'œuvres beaucoup plus larges des auteurs qui ont accepté de coopérer dans ce projet que nous avions pour faire de ce livre un peu une sorte de synthèse, une vitrine de l'idée de ces sciences pour la guerre à cette époque, avec y compris les institutions qui sont mobilisées là-dedans. Donc il y a toute la RAND, il va y avoir des projets d'informatique du côté de Stanford et d'ailleurs, il va y avoir évidemment tout ce qui concerne von Neumann, il va y avoir, par exemple, Galison explique aussi beaucoup, décortique beaucoup tout ce qui a été la cybernétique dans la suite des travaux de Norbert Wiener, qui avait développé la cybernétique à Harvard et au MIT, enfin à Cambridge, Massachusetts, pendant la guerre, et c'est un travail qui a continué ultérieurement, enfin, dans les années qui ont suivi. Donc voilà. Donc là, je me suis permis de mentionner un papier que j'ai justement écrit assez épais, parce qu'il fait plus de 50 pages, sur l'essor des mathématiques appliquées aux États-Unis et l'impact de la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce papier, justement, évidemment, c'était quelque chose qui a, comment dire, été à cette époque, c'était la première fois qu'on considérait qu'on allait discuter de ces questions dans l'histoire des mathématiques. En histoire des mathématiques, on faisait uniquement des histoires de concepts. Moi-même, j'avais fait ça avant, et on faisait de l'histoire, voilà, des théories mathématiques, des résultats, etc. Et là, il y avait une sorte de vue un peu macro qui rapprochait plusieurs façons d'aborder les choses et qui insistait sur, je dirais, à la fois l'essor de nouveaux champs et leur proximité avec ces questions de guerre, de conflit, d'organisation rationnelle, de planification rationnelle en vue d'eux, etc. Et aussi, comment dire, une nouvelle... Et là, on en vient aussi des interrogations qui sont la deuxième partie de mon exposé sur l'épistémologie, des nouvelles figures de mathématiciens. Le mathématicien n'est plus le bourbakiste qu'il y a en France, c'est-à-dire quelqu'un qui est, comme disait André Weil quand il a quitté la France au moment de la guerre pour aller aux États-Unis. Il a dit, il considérait que son cerveau était plus important que l'effort de guerre, enfin, que ce qu'il apporterait, lui, dans un mouvement de guerre ou de résistance, parce qu'il était quand même juif et poursuivi, enfin, très menacé. Mais donc, il considérait que ce qu'il avait à apporter à la science mathématique était plus important. Mais il disait, moi, j'ai besoin simplement d'un papier et d'un crayon, et c'est tout. Et là, c'est une certaine figure du mathématicien qui existe, qui a existé beaucoup en France, justement, avec l'école Bourbaki, mais qui est complètement à l'opposé du milieu des mathématiciens dont je vous parle, moi, aux États-Unis. Et cette rivalité, elle a perduré très longtemps. Aux États-Unis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde a été enrôlé dans ce qu'on a appelé, enfin, c'était pas, on l'a appelé, ça s'appelait l'Applied Mathematics Panel, qui était une organisation sous la direction directe du gouvernement américain pour mobiliser les mathématiciens et d'autres scientifiques, mais les mathématiciens étaient considérés comme majeurs. Alors, on a beaucoup parlé des physiciens à Los Alamos, etc., mais il y avait aussi beaucoup de mathématiciens parce qu'il fallait justement faire de la défense antiaérienne, de la traque des avions, des études de trajectoire, etc. Et tout ça, c'était les mathématiciens, c'était Norbert Wiener, c'était von Neumann, c'était d'autres. Mais donc voilà, il y a eu donc
Et en particulier, il y a eu 2 institutions qui ont laissé leur nom, qui est l'Applied Mathematics Panel et l'Office of Naval Research, qui étaient aussi directement en liaison avec l'armée, enfin la branche navale de l'armée, et qui a regroupé énormément de mathématiciens pour des questions, et ça s'est prolongé. Et donc, tout ça pour dire que, voilà, donc on a étudié cela dans ces années-là, et donc l'idée, et c'est parce qu'il faut que j'avance, je sais que des fois je parle trop, entre 1945 et 70, je vous cite deux affirmations, si vous voulez, 2 grandes phrases, qui sont symptomatiques de cette façon de regarder la science à cette époque. L'une, c'est An Ontology of the Enemy Within Epistemology. Cette expression, l'ontologie de l'ennemi à l'intérieur de l'épistémologie des sciences, elle est de Peter Galison à propos de Norbert Wiener, comment il a regardé certaines branches des mathématiques à travers, si vous voulez, justement ces travaux de défense antiaérienne, et qu'il a extrapolé ensuite dans des réflexions, des travaux proprement mathématiques sur la cybernétique, sur des travaux de régulation, etc. Et puis pour von Neumann aussi, le Heinz von Förster, c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup avec von Neumann et qui a eu cette expression que je trouve extrêmement frappante et qui m'a énormément marqué, épistémologie is politics, à propos de la guerre froide, évidemment. Il a dit ça à propos de la guerre froide, de ces années-là, pour dire que toute l'épistémologie des sciences à cette époque, et lui travaillait beaucoup sur la modélisation du cerveau, parce que vous savez qu'il y a eu, avec von Neumann et d'autres, des travaux sur la modélisation du cerveau à ce moment-là, et il a utilisé cette expression qu'il a développée. Donc ces deux choses me frappent énormément dans ce rapport entre épistémologie et politique de ces années-là. Voilà, avec des articulations, bien sûr, donc je les ai rappelées là, entre hydrodynamique, ordinateur et analyse numérique, d'une part, beaucoup d'outils polymorphes qui doivent fonctionner à travers ces domaines, qui sont créés par von Neumann, les premiers modèles qui arrivent à ce moment-là, en particulier pour la météorologie, parce que vous savez que von Neumann en particulier, il a travaillé à Princeton à la construction du premier ordinateur qui a la structure actuelle des ordinateurs, avec la structure classique, et qui a d'ailleurs été, dont le premier grand défi qu'il s'était donné, c'était de prédire le temps sur tout le territoire américain en l'espace, en moins de 2 heures. Parce qu'avant, on arrivait à faire des modèles, mais le temps de résoudre le modèle, le temps était passé. On vérifiait rétrospectivement le temps. Bon, donc, ça, c'est von Neumann, qui le fait d'ailleurs avec Charney, qui deviendra quelqu'un de très important en climatologie à partir des années 70. Voilà, j'aurai l'occasion peut-être d'en parler si j'ai le temps, je ne sais pas. Bon, et la Rand, où il y a effectivement la théorie des jeux, etc. Donc, voici. Et cette idée, voilà, c'est quoi les choses majeures non. Alors, avant d'arriver à ça, je finis. C'est quoi les idées majeures? Évidemment, c'est l'idée de l'ennemi, de la rationalité, et puis, évidemment, du point de vue scientifique, c'est l'époque. Là, je rejoins mon collègue précédent, c'est-à-dire, voilà, on s'intéresse au nucléaire, on s'intéresse à la bombe, bien sûr aussi à l'espace. C'est évidemment les années du programme Apollo, etc., qui commencent en 60. Bon, voilà. Mais donc, on a si vous voulez, dans ce livre, un peu dans l'introduction, dans le grand chapitre d'introduction, qui un peu synthétise
tous les autres chapitres des auteurs que je vous ai un peu mentionnés, bon, on essaye de dégager les principes, si vous voulez, un peu, je dirais, macro-épistémologiques qui traversent les disciplines de cette époque. Toujours, voilà, il faut commencer à saisir ce qu'on veut dire dans, voilà, là. Mais à partir du moment, si vous voulez, où on peut, à une époque donnée, pendant la guerre et la guerre froide, parce que justement, l'idée, c'est d'expliquer que la guerre froide, jusqu'aux années 60-65, en particulier avec l'épisode Khrouchtchev, enfin des fusées de Cuba, etc., sont dans la lignée vraiment du moment précédent. Il y a le macartisme d'abord, puis, enfin, etc. La guerre de Corée, enfin, tout ça est analysé dans le bouquin. Mais à partir des années, je dirais fin des années 60, c'est bien 68 en Europe, mais aussi aux États-Unis, il y a une lassitude de ce moment-là. Il va y avoir un basculement vers autre chose. Et de ce basculement vers autre chose, il se fait que, personnellement, moi, j'avais travaillé aussi, donc plus tard, enfin, pas plus tard, mais aussi dans les années 90, sur un ensemble de résultats qui se développent énormément dans ces années-là et qui concernent le chaos, le désordre, les questions de déterminisme, les questions de physique du tas de sable, des tas de questions qui sont liées souvent à du non-linéaire, des résultats qui sont très sensibles aux conditions initiales, qui peuvent exploser, où la prédiction à long terme n'est pas possible, où voilà, il y a des tas de questions comme ça. Mais on constate, et on le voit quand on fait une analyse très précise, que là je ne peux que donner de façon assez macro, qu'on commence, il y a une certaine lassitude vers aussi les grands programmes très réductionnistes de la science. On commence à s'occuper d'une physique plus macroscopique. Voilà, on a envie de s'intéresser aussi aux questions d'écoulement ou de turbulence ou de choses comme ça, mais pour des phénomènes qui sont à l'échelle humaine, qui ne sont pas des phénomènes microscopiques. Par exemple, on a aussi certains historiens de la physique, comme Dominique Pes, ont bien analysé le fait que dans la big science des grands laboratoires américains, mais même au CERN, où il y avait donc de la physique microscopique, des choses très complexes, avec une difficulté d'accès direct à l'expérimentation pour les scientifiques. Parce qu'il fallait prendre son tour dans des énormes protocoles d'expérience, etc., où la personne individuelle et la toute petite équipe ne pouvaient pas un jour décider de tester telle ou telle hypothèse, etc. Bon, il y a toute cette lassitude aussi vis-à-vis de cette big science, et pour une physique plus accessible, plus mundane, comme disaient les Anglais, les Américains, plus à l'échelle de nos sens, si on peut dire, etc. Donc, voilà, un autre zeitgeist, voilà, j'ai repris ce mot parce qu'il intervient dans plusieurs textes de scientifiques. On a envie de changer un peu d'esprit du temps. Et on a envie, enfin, c'est un processus itératif, hein, à la fois le social et le culturel changent, parce qu'il y a un intérêt, etc., pour d'autres questions, des études de phénomènes turbulents, instables, etc., une aspiration à une science plus macroscopique, plus directement liée au caractère, à notre échelle des phénomènes, un nouveau discours sur la complexité, qui peut être intrinsèque, qui n'est pas réductible, y compris si on prend des outils massifs, etc. Ce qu'on croyait, bien sûr, ce à quoi on adhérait dans la période
précédentes, etc. Donc il y a une sorte aussi de changement de hiérarchie entre les disciplines. Par exemple, les problèmes environnementaux commencent à monter voilà, dans la conscience publique. Hein, c'est le moment où, par exemple, on commence à critiquer énormément la façon dont, au Vietnam, on a une manipulation des volontés de manipulation du temps, par exemple, ce que les Américains faisaient beaucoup dans leur laboratoire, manipuler les nuages, faire éclater des tornades ici pour détourner de là, etc. etc. Bon, les laboratoires de Floride faisaient ça, etc. Bon, et aussi une sorte de bousculement de la hiérarchie classique des disciplines, où justement les mathématiques et la physique de la première période, qui sont maîtresses, qui sont reines, laissent un peu leur place, cèdent un peu leur place à la biologie, la question de l'environnement, de la physique plus macroscopique et un peu différente, etc. etc. Bon, donc un nouveau panthéon des sciences. Et on s'est dit, et donc moi j'ai constaté ça, parce que j'ai travaillé sur la question du chaos, de l'histoire de cette discipline, au départ par un livre qui est paru au Seuil avec des collègues qui s'appelait Chaos et déterminisme, qui a été publié en 92, je crois, ou 91, je ne sais plus, un petit livre au Point Science, mais à partir de là, j'ai travaillé avec pas mal de scientifiques qui étaient là-dedans, en particulier Berger, Pomo-Vidal, leur livre sur l'ordre dans le chaos, et voilà, les mathématiciens, Ruel, Thom, machin, les catastrophes, et j'ai eu l'occasion d'écrire un très gros papier avec un de mes étudiants, qui est devenu d'ailleurs maintenant prof à Paris, à la Sorbonne, qui s'appelle David Aubin, qui est historien des sciences. Et ce livre, et ce gros papier qui n'est jamais paru en français, mais seulement aux États-Unis, enfin en anglais, qui est justement Writing the History of Dynamical Systems and Chaos. Essayer d'écrire sur la longue durée l'histoire de ce domaine, depuis Poincaré jusqu'à la fin du XXe siècle, on peut dire, enfin sur les années, fin des années 80, avec Smail, Ruel, Thom, enfin des gens comme ça. Bon, j'avais même pas mal polémiqué à l'époque avec le ministre de la Recherche, Claude Allègre. Je n'ai pas fini de polémiquer avec le pauvre, Dieu et son âme. Mais oui, parce que justement, lui, il avait vu dans tout ce domaine la défaite de Platon. Il l'a écrit, c'est le titre de son livre, La défaite de Platon. Il passe en revue tous ces domaines que je viens de vous dire, de la fin des années 70-80, et en disant tout ça, ça montre bien que les mathématiciens ont tort sur tout. Alors que, évidemment, ça n'avait rien à voir avec ça. Et c'était au contraire beaucoup de résultats qui étaient liés au non linéaire, et finalement, ce qui les relie, c'est souvent la question mathématique qui est derrière. Enfin, ce n'était pas tellement le problème, mais c'était très idéologique la façon dont il le faisait, dont il en parlait, parce qu'il détestait les matheux à l'époque, comme il détestait d'ailleurs les questions sur le climat après. Enfin, bon, etc. On sait ça, c'est plus la peine de tirer sur les ambulances. Bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que cette idée que, puisque les années de guerre et guerre froide ont produit une certaine épistémologie, on sent qu'à partir des années 80-90, on est dans une autre époque. Et donc, c'est difficile d'avoir aussi directement un lien entre l'épistémologie et la politique, si on peut dire. Mais, alors, de façon aussi générale, à l'époque, j'ai saisi ça, j'ai dit un autre esprit du temps, une lassitude, enfin, etc. Mais à partir du moment aussi où c'est dans ces années-là, j'ai commencé à m'intéresser très fortement à la question du climat, je me suis aperçu aussi qu'il y avait ça. Et je voudrais, je ne sais pas combien de temps il me reste. Combien ? 5 minutes ? 5 minutes, d'accord. Voilà. Oui, alors, je passe. Donc, si vous voulez... là, je décris... excusez-moi, c'est en anglais, parce que je n'ai pas eu le temps de traduire, et puis
puis, je ne sais même pas si j'aurai le temps de dire tout ça. Mais grosso modo, dans ces années, voilà comment je vois le nouveau contexte se renforcer avec quels sont les mots qui vont arriver tout le temps, parce que les mots, c'est très important, hein, la récurrence des mots. Et là, c'est effectivement la globalisation économique, l'intégration transnationale des choses, la globalisation, le néolibéralisme, etc. Et une question, ce qui est souvent discutée dans les textes de philosophie des sciences de l'époque, c'est frappant, cette discussion. Est-ce que la science est unifiée ou pas? C'est maintenant une question qu'on ne se pose pas. Enfin, je veux dire, on ne sait pas même comment l'aborder, tellement elle est complexe, elle est difficile, etc. Bon, c'est une question qui est récurrente. Il y a beaucoup de... Bon, tout ça, c'est des questions qu'on a abordées dans différents papiers. Voilà. Et ce qui est très important dans ces années-là, c'est la question des modèles et de la modélisation, qui évidemment devient le truc majeur. Et ça, par rapport à l'époque du début, du début de la deuxième moitié du XXe siècle, des années 40-60, où le maître mot des mathématiques, par exemple, c'est structure. Structure, voilà, structure, axiome, machin. Et après, ça devient modèle. Et plus que modèle, maintenant, modélisation. Parce que les modélisations, ça fait aussi place aux acteurs. Qui modélise? Comment on réunit divers communautés de scientifiques pour construire un modèle de quelque chose de très complexe, qui est par exemple les modèles du climat, parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur comment se font les modèles du climat. On a publié beaucoup de papiers, y compris d'histoire et dans des revues d'histoire des sciences, de philosophie des sciences, de sociologie des sciences, etc., avec certains de mes doctorants, enfin, qui ont fait des thèses, certains sont chercheurs maintenant, et sur les modélisations du climat et comment est-ce que différentes communautés, au fur et à mesure de la complexification des modèles de climat, au départ, c'est des modèles d'atmosphère, mais ensuite, très vite, il faut absolument coupler avec l'océan, évidemment, mais aussi après, quand la question du carbone devient majeure, on va faire entrer la végétation, on va faire entrer d'autres phénomènes dans la question du climat, et à chaque fois, c'est des groupes scientifiques qui doivent tricoter avec les autres leurs résultats et les mettre dans le même modèle. Bon, tout ça, c'est dans des papiers que j'ai écrits sur la modélisation du climat et des analyses de cet ordre. Bon, alors, ce que je voudrais dire maintenant, c'est que peut-être je terminerai, si j'ai les 5 minutes là, sur la question de la, comment dire, sur la question du climat, on a eu là aussi deux types d'épistémologie parce que épistémologie, c'est aussi, je n'ai pas utilisé le mot encore, j'ai eu tort, modèle d'expertise, façon de voir, j'en ai parlé, mais sans utiliser le mot modèle d'expertise. On sait bien, et ça a été complètement théorisé par les scientifiques et les politiques, dans la première moitié des années 45-70, de ma période, si vous voulez, fin des années 60 jusqu'à 68, disons, le modèle d'expertise absolument évident, c'est ce qu'on appelle le modèle linéaire. Hein, ce qu'eux-mêmes avaient appelé le modèle linéaire, ce mot n'est pas de moi, c'est-à-dire, voilà, les scientifiques, quand on leur commande un certain nombre de résultats, il y a des liens directs entre le pouvoir et les scientifiques, mais aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire quand ils donnent un certain nombre de résultats, etc., après, c'est plus à eux de continuer à utiliser ça. C'est transféré directement dans des organisateurs, des planificateurs, etc., pour mettre en œuvre ces résultats. À partir de ces années 80, 90, etc., et on va le voir, et évidemment, par exemple, le GIEC a emprunté ce modèle d'expertise qui était ce qu'il appelle le modèle linéaire. Parce que dans les COP, dans la façon dont le GIEC est inséré dans
dans la gouvernance multilatérale du climat. Ça, c'est quelque chose que j'ai longuement analysé dans mon ouvrage avec Stéphane Aïkout, Gouverner le climat aux presses de Sciences Po. C'est justement cette idée de, voilà, nous, on donne les résultats de l'alerte climatique, c'est ceci et cela, dans les différents rapports du GIEC, qui sont faits uniquement par les scientifiques, et puis il faut que les COP, enfin l'ensemble des gouvernements, appliquent ça, voilà, tiennent compte de ça tel que c'est. Et tout ça, et on l'a démontré 50 fois, voilà, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a de fait, bien sûr, le verdict des scientifiques a une certaine autonomie, mais la politique ne va pas utiliser ce verdict tel quel. Au contraire, elle va interagir, etc. Et c'est pour ça qu'il y a eu, et on a beaucoup publié là-dessus, pour montrer que, par exemple, le seuil des 2 degrés, c'est un seuil qui est coproduit par les scientifiques et les politiques sur une longue période. Pendant 15 ans, ils le font. Donc, cette idée du rapport entre science et politique, entre épistémologie et politique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus interactif, en différents allers-retours, de plus en plus. Et il y a une autre façon de voir l'expertise climatique, qu'a étudié par exemple un de mes collègue que j'apprécie beaucoup, un plus jeune collègue, qui s'appelle Sébastien Dutreuil, et je signale son livre, qui s'appelle Gaïa, une nouvelle histoire de la Terre, qui étudie donc les sciences du système Terre, qui est un corpus qui commence dans les années 70 et qui se développe jusqu'aux années 2010-2015, dont les 2 grands scientifiques qui ont été à l'origine de ça, c'est Lovelock et encore un trou que j'ai, cette femme, ça va me revenir là aussi, qui travaille mais est plus jeune que Lovelock et qui a beaucoup interagi avec lui, Margulis, voilà. Margulis, mais décidément, c'est terrible. Il y a des gens comme ça, j'oublie leur nom systématiquement. Et donc tout ça pour dire que dans cet ouvrage qui s'appelle, comme vous voyez, cette idée épistémologie et politique me travaille depuis pas mal d'années, puisque j'ai publié ce papier en 2018 à propos de la modélisation du système Terre, pour montrer justement. Et à ce moment-là, je connaissais Sébastien, mais il n'avait pas encore fait son livre, qui est sorti il y a quelques mois. Mais il avait, j'avais participé un peu à son travail de thèse. Enfin, j'avais dirigé son travail de thèse en partie. Hein. Je ne suis pas la directrice de thèse, mais j'avais beaucoup interagi avec lui à ce moment-là. Et ça m'a frappé de montrer comment, déjà à cette époque, il y avait le modèle du GIEC et le modèle des sciences du système Terre, qui sont 2 modèles d'expertise un peu différents. Et ça a donné d'ailleurs un autre groupe qui n'est pas le GIEC et qui joue un certain rôle, puisqu'il a produit quoi? Les limites planétaires, ce qu'on appelle les limites planétaires. Les limites planétaires, ça vient du groupe des sciences du système Terre, dont en particulier Schellnhuber, qui aujourd'hui dirige le Potsdam Institute auprès du gouvernement allemand, près de Berlin, mais il y a aussi Rockström en Suède. Enfin, tous ces gens qui ont produit pas seulement le système, la question des 2 degrés, mais bien d'autres limites planétaires, puisqu'il y en a une douzaine, les limites planétaires qui concernent l'eau, certains métaux, d'autres gaz, etc. Donc, c'est quelque chose de très important parce que ils ont une autre façon de faire du lien aux politiques. Ils ne sont pas liés à un processus multilatéral de gouvernance aussi important que les COP du climat. Mais ils produisent aussi des suggestions politiques et scientifico-politiques différentes, puisque pour eux, la question n'est pas simplement le climat, mais la crise écologique profonde
dans lequel nous sommes. Et si on n'associe pas aussi les directions politiques, en ce qui concerne la biodiversité, la protection des sols, la question des eaux, la protection des océans, etc., toutes choses qui, au départ, n'étaient pas aussi clairement et massivement présentes dans les rapports du GIEC. Bien sûr, les rapports du GIEC eux-mêmes ont évolué. Et tout ça pour dire que la façon dont, si vous voulez, l'épistémologie d'un corpus très vaste de connaissances, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait seulement... Enfin, la question qui se pose, c'est quelle est l'épistémologie contemporaine, si on peut dire. On voit bien que nous sommes, et là on en vient à l'époque malheureusement extrêmement présente, c'est-à-dire de bousculement, de basculement géopolitique du monde. On voit bien d'éclatement en plusieurs puissances qui se veulent toutes aussi importantes et mondiales, des guerres absolument terribles dont on ne sait pas jusqu'où elles vont aller, etc. Plus le fait que nous sommes, avec une contestation de l'ordre politique issu de la Deuxième Guerre mondiale inédite. Et donc, qu'est-ce que va donner cette nouvelle situation pour... moi, ce qui me préoccupe beaucoup, bien sûr, il y a la question des conflits et du nucléaire, tel que ça a été abordé tout à l'heure, mais aussi, est-ce qu'il y aura une place encore pour résoudre pour aborder et avancer, je ne dirais même pas résoudre, mais avancer significativement dans la question du climat et dans ce risque majeur que l'humanité est en train qu'il ignore, enfin en tout cas il n'est pas à la hauteur de ce risque. Il n'ignore pas, mais il n'est pas à la hauteur, on n'a pas encore baissé les émissions. Ça fait 28 ou 29 années qu'on fait des COP, mais on n'a pas baissé les émissions. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu, voilà, on peut en parler. Il y a eu des choses, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, et on continue, on a une révolution technologique des renouvelables, mais elles ne font que s'ajouter aux autres énergies, elles ne s'y substituent pas. Bon, alors tout ça est peut-être un petit peu pas très clair, mais voilà, je crois que j'en ai dit assez sur mes préoccupations. Merci. Merci.